Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Pour ceux qui sont dans la salle, parfait, merci. Alors, je dois commencer moi aussi par des remerciements qui vont tout d'abord à la municipalité de Boussac, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux qui m'ont beaucoup aidé pour le déroulé de la manifestation, le prêt de la salle, le prêt du matériel, tout ce qui va être autour du contrôle des passes, etc. Je les en remercie vivement et en particulier Annie Hannequin avec qui nous avons beaucoup échangé en amont de la conférence. Donc, je remercie très vivement. Également des remerciements pour l'Office de tourisme Creuse Confluence et plus généralement Creuse Confluence, la communauté de communes, qui ont aussi relayé l'information auprès des réseaux. Les médias, Franck en a parlé tout à l'heure, alors notamment France Bleu Creuse, France Bleu Limousin, RCF Berry, qui m'ont accordé chacun et chacune une interview, et puis La Montagne et l'Écho du Berry pour le partage dans la presse, ainsi que le groupe d'histoire et info de Boussac, et en particulier Alan, qui est présent parmi nous et que je remercie mouvement, notamment sur le partage sur les réseaux qu'il a beaucoup effectué. Et puis enfin, les sociétés d'érudition, la Société des sciences naturelles, historiques et archéologiques de la Creuse, les Amis de Montluçon, l'Académie du Centre et enfin les archives départementales du Cher et de la Creuse, ainsi que de l'Indre. Une dernière pensée pour mon ami Jordan Gamer qui devait assurer la technique aujourd'hui, mais qui a chopé une bonne crève hier. Donc, je sais qu'il est parmi nous aussi à distance et je lui remercie de son investissement. Donc, la conférence se déroulera en 2 temps, comme Franck vient de dire. Tout d'abord, une présentation et puis ensuite, un débat en fonction de vos différentes questions. Alors, on est parti. Je vais juste enlever ça sur l'écran. Alors, à bien des égards, le centre de la France apparaît comme une région périphérique, car isolée et en déclin. C'est un constat que tout à chacun peut faire, aussi bien dans les messages qui sont relayés par les différents médias ou par nos observations personnelles. Cette situation se lie, à mon sens, à travers les inégalités socio-spatiales héritées des découpages administratifs contemporains. Ces enjeux, tant politiques, socio-économiques que paysagers, s'inscrivent dans le temps long et sont éclairés à travers la connaissance du passé. Vous avez ici 2 cartes qui représentent ce que je viens de dire un petit peu, qui l'illustrent. Celle de gauche, une carte des circonscriptions administratives départementales et régionales, où on voit que quand on est entre Saint-Sever, Uriel et Boussac, on ne sait pas trop vers où regarder. Est-ce que c'est vers Limoges, Bordeaux, Clermont, Lyon ou encore Orléans et puis bien sûr Paris. Et sur la carte de droite, vous avez ce qui a été appelé pendant très longtemps la diagonale du vide, qu'on appelle aussi la diagonale des faibles densités. Et donc, un certain nombre de thématiques qui m'intéressent dans mon projet de thèse ont été soulevées en fait par ce constat. Alors, je propose donc d'interroger la construction du territoire au Moyen-Âge et les rapports des hommes à celui-ci, en variant les échelles spatiales et temporelles. J'étudie volontairement un espace qui n'a pas de cadre préétabli pour le considérer comme un laboratoire. Ceci empêche les tentations d'une histoire régressive et des constructions a posteriori. Les périphéries du Berry, de la Marche et du Bourbonnais constituent un atelier susceptible de tester et de renouveler les paradigmes liés à l'organisation d'une société féodale envisagée sur plus de 6 siècles, entre le XIe et le XVIe. Dès lors, comment cet espace de contact est-il le produit de territoires enchevêtrés? Qui sont les acteurs de la territorialité? Alors, je m'inscris dans la continuité d'un mémoire de master, comme Franck l'a dit tout à l'heure, consacré à l'étude de la centralité de la petite cité de Boussac et de sa campagne alentour. La thèse que je prépare, dont le titre est affiché à l'écran, est dirigée par Damien Carraz, qui est un spécialiste des ordres monastiques et militaires, et s'inscrit dans les thématiques qui sont celles de mon université, donc l'université Toulouse-Jean Jaurès. Donc, c'est notamment les pouvoirs locaux et les rapports de domination entre les hommes, les écritures et les pratiques administratives, en particulier la question de la conservation, l'archivage ou la mémoire, les relations ville-campagne, ainsi que les paysages et les terroirs, dans une perspective de restitution cartographique notamment. Cette thèse s'envisage aussi comme une contribution à la définition du territoire à travers l'observation des acteurs, de leur stratégie ou de leur rapport à l'environnement.
L'étude sur la fabrique et la représentation du territoire au Moyen-Âge bénéficie de riches héritages historiographiques, c'est-à-dire ceux qu'on travaillait avant. Dans le sillon de ce qu'on appelle le tournant spatial, le spatial turn, et de la géohistoire, qui sont deux courants qui investissent les sciences sociales depuis quelques années, les travaux des historiens, en particulier Stéphane Boisselier et Florian Mazel, ainsi que ceux des géographes, comme Christian Grattalou, ont constitué un point crucial de mes recherches. En me plaçant dans les travaux ici des historiens toulousains de Pierre Bonassi sur la société féodale et de Mireille Mousnier sur la Gascogne toulousaine, je souhaite jeter un éclairage renouvelé sur un espace présenté, on va le voir, par l'historiographie régionale, comme périphérique, désuni et donc ignoré. Guidés par une logique centre-périphérie, les travaux sur le Berry, le Bourbonnais, le Limousin et la Marche ont insisté sur les zones cœur sans poser la question des marges ni des relations entre elles, en dépit de sources largement sous-exploitées. Alors, parmi ces travaux, il y a notamment ceux, on va arriver, voilà. Donc, sur le Berry, Guy Deveilly, qui a travaillé sur les aspects politiques et féodaux notamment. Ensuite, on a Françoise Michaufré-Javille, qui a réalisé une thèse à la fin des années 90 sur les aspects économiques, la reconstruction. On a le volet équivalent avec les travaux de René Germain sur le Bourbonnais, et puis plus récemment ceux de David Glomo, qui a soutenu une thèse en 2009 sur la haute marche à la fin du Moyen-Âge. On a également des travaux qui ont été menés sur l'organisation religieuse, avec notamment la question des diocèses. Donc là, c'est par exemple Jacques Péricard qui a travaillé sur le diocèse de Bourges, et plus anciennement Michel Aubrin qui a travaillé sur le diocèse de Limoges. Il y a d'autres thèses qui complètent ces travaux, comme ceux notamment de Michel Guillemin sur les aspects de justice seigneuriale notamment. Cependant, en fait, l'ensemble de ces travaux, c'est pas une critique, en tout cas c'est un constat, n'a jamais posé son regard sur les bordures de territoire, puisqu'à mon avis, ils avaient déjà beaucoup à faire avec les sources au cœur de leur espace d'étude, et donc il y a des fonds qui sont restés à l'écart. Alors le terrain d'étude, maintenant, parlons-en. Donc, il est dans la mouvance aquitaine. On trouve une certaine cohérence d'ailleurs avec la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Mais il est en retrait des grands centres urbains et capitales diocésaines. Bourges, Clermont, Limoges, Poitiers. Et en second lieu, le couple Déol-Châteauroux. Il s'inscrit dans un triangle, vous le voyez, entre Bourges, Limoges et Clermont pour l'époque médiévale. Plus précisément, il se situe à cheval entre Berry, Bourbonnais et Marche. Le Bois au sud, cintré par les vallées de la Creuse et du Cher, encadre l'accès au contrefort du Massif central, tandis que la chute de l'altitude ouvre vers le nord, vers la Champagne-Berrichonne. C'est-à-dire que plus on s'étend en direction de Bourges, de Châteauroux, plus on arrive sur le bassin parisien, et au contraire, plus on descend, on va vers le sud, plus l'altitude va augmenter. 3 villes le délimitent, La Châtre, Guéret et Montluçon. Rural, cet espace connaît un essor urbain au XIe siècle avec la formation de petits bourgs paroissiaux autour de sites fortifiés. Propice aux comparaisons, cette zone sera abordée dans son ensemble et des micro-fenêtres seront ouvertes pour mener une étude la plus exhaustive possible des sources du XIe au XVIe siècle. Le XIe siècle apparaît comme une charnière entre un premier Moyen-Âge enraciné dans l'Antiquité tardive auquel suit un second Moyen-Âge qui se prolonge au-delà du XVe siècle. Le choix de la longue durée permet de jongler avec la pluralité des temps de l'histoire, structure, conjoncture, événements, et de bousculer la périodisation canonique. Le point de départ est l'ancrage d'un nouveau maillage territorial, administratif, religieux, avec l'essor de réseaux d'échanges nous plaçant autour de l'an 1000, moment vers lequel la Marche, avec un M majuscule, est instituée comme zone tampon entre Aquitaine et Berry et entre Limousin et Auvergne. La fixation du réseau paroissial dans les diocèses de Limoges et de Bourges s'effectue jusqu'à la fin du XIe siècle, accompagnant la formation d'un second tissu urbain consécutif de la promotion de petites localités. La territorialité s'observe par l'entrée en liste de nouveaux acteurs, élites locales, ordre religieux, famille féodale. Justement, la question de ces petites localités, alors celles qui m'intéressent, c'est notamment celles qui sont fondées en grande partie au XIe, donc c'est Sainte-Sévère, Boussac, Culan, mais aussi dans une moindre mesure Chambon et Vaud, Malval, Châteluy-Malvalais et bien sûr Uriel, pour les principales. La guerre de 100 ans constitue une période critique. Si la région n'est pas le théâtre d'affrontements majeurs, elle voit la traversée et le stationnement
de troupes militaires en tant que zone tampon avec l'Aquitaine anglaise. On retrouve cette idée de la marche. Ces troubles entraînent une redéfinition du territoire perceptible dans les mutations socio-économiques. Les travaux précités ont dégagé 2 temps dans la reprise, post-guerre de Cent Ans. Le Babéry précoce se reconstruit dès la fin du XIVe siècle, entre les années 1370 et 1400. Ça, c'est Françoise Michaud-Frégeville qui le dit. Tandis qu'il faut attendre le milieu du XVe siècle, années 1450-1500, pour que la haute marche et le Bourbonnais lui emboîtent le pas. Sur le plan paysager, la densification du bocage vient limiter les grands espaces ouverts, type land. Ceci traduit une mutation des circuits commerciaux. Notre terminus ad quem s'achève avec le prolongement de ces mutations dans la première moitié du XVIe siècle et l'intégration croissante de la région dans la France de l'époque moderne, coïncidant ainsi avec l'accentuation de la construction de l'État. La marche est définitivement intégrée au Royaume de France en 1531 avec le Bourbonnais. Alors, pour cadrer un petit peu plus au niveau des cartes, donc ici on est au moment de l'an 1000, et puis on fait un saut puisqu'on arrive au milieu du XVe siècle. Le mouvement qui s'opère, c'est en fait une construction de l'État qui passe par la centralisation du pouvoir, en fait, directement aux mains du roi. C'est-à-dire qu'il va gérer des territoires qui vont entrer dans ce qu'on appelle le domaine royal et donc dépendre directement de lui. Alors, donc, c'est le cas pour le Berry de façon très précoce, la Marche et le Bourbonnais qui vont être intégrés un peu plus tard. Et si on regarde quels sont les autres acteurs, eh bien, il y a notamment tout l'espace plantagenet, c'est-à-dire les possessions tenues par les souverains anglais, alors soit de leurs mains, soit en raison de leur alliance, matrimoniale notamment. Donc, ils vont constituer un immense empire, puisqu'il va s'étaler des marches d'Écosse presque jusqu'en Aragon, auquel va ensuite petit à petit croître un domaine royal. Et donc, on retrouve en fait, nous, on se situe dans cette région, donc on est encore à la limite entre les deux. On peut aussi s'interroger sur la pertinence de la délimitation du Midi avec plusieurs critères. Bon, la présence de la vigne ou d'autres formations végétales qui finalement ne donnent pas grand-chose. Là, sur cette carte un petit peu plus grosse, on va retrouver à la fois ce qu'on appelle donc les groupes linguistiques, notamment ce qu'on appelle plus communément le croissant linguistique, avec donc la langue d'Oïl et les Languedoc ou le languedocien. Et puis, d'autres critères peuvent être retenus, par exemple l'assolement biennal ou encore l'utilisation des différentes toitures entre toit plat, fuite creuse ou autres. Maintenant, si on resserre encore un petit peu plus, alors qu'est-ce que l'on a en fait comme force en présence dans cette région? On retrouve donc bien sûr le duché d'Aquitaine, très gros ensemble territorial qui va se déliter petit à petit. Donc là, on est au moment de l'an 1000, là on est au niveau du XIIe siècle et là on est au XVe siècle. On retrouve bien sûr le comté de la Marche, ce qu'on appelle au départ la seigneurie de Déol et la seigneurie d'Issoudun qui sont tenues par la famille donc de Déol, une puissante famille féodale qui petit à petit va elle aussi se déliter et qui vont ensuite être intégrées dans ce qu'on appelle le domaine royal, en particulier pour le Berry. Et puis enfin, on retrouve bien évidemment la seigneurie et le duché de Bourbon qui constituent aussi un ensemble territorial conséquent qui trouve en fait sa finalité à proximité d'Uriel, avec quelques enclaves, notamment à Gouzan. Alors, pour ce qui est du fond documentaire, on peut dire que celui-ci est varié. Les titres féodaux et pièces isolées, telles que les actes de foi et dommages, chartes, testaments, ventes, contrats, procédures de justice, comptabilité, sont nombreux, inédits et s'étendent sur toute la période. Ils permettent d'étudier en finesse les relations entre les acteurs du territoire, élite locale, ordre religieux, famille féodale. Leur dépouillement et leur mise en série constituent donc le cœur de cette thèse. Ils sont à croiser avec une dizaine de cartulaires, qui sont des documents qui sont produits par des entités, qu'elles soient morales ou seigneuriales en tout cas, et qui concentrent en général des chartes, des recopies de chartes, et une vingtaine de terriers, qui sont des documents de gestion foncière, particulièrement bien fournis entre les années 1450 et 1550, permettant d'aborder justement les questions foncières et les hiérarchies socio-économiques. Cette terre, entre guillemets, de confins apparaît bien plus comme un trait d'union. Le glissement entre droit écrit et coutumier se conjugue à la fluctuation entre servage réel et émancipation, avec la diffusion de chartes de franchise s'inspirant du modèle occitan. Alors, qu'est-ce qu'on appelle droit écrit et coutumier?
le droit écrit, comme son nom l'indique, c'est le droit qui est directement écrit, tandis que la coutume est un droit qui est transmis, on va dire, de façon orale et qui est mis par écrit au XVIe siècle. Et on se trouve justement à la jonction entre ces deux types d'écrits. Pour ce qui est du servage réel, tout le monde a au moins une fois entendu parler, lors de vos cours d'histoire plus ou moins récents, de ce qu'on appelle un serf, S-E-R-F. Eh bien, le servage, donc c'est quelqu'un qui est dans une situation de dépendance, en général vis-à-vis d'un seigneur, et qui n'est pas libre de sa condition. C'est-à-dire qu'il est attaché à une terre, il ne peut pas en partir. On peut donc opposer au servage réel et émancipation avec donc ce qu'on appelle des chartes de franchise, qui sont des documents produits en général à la demande de la communauté paysanne, le plus souvent à la suite de révoltes, mais pas que. Par exemple, ici à Boussac, la charte de franchise date du début du XVe siècle, de 1427. Alors, c'est une charte assez tardive pour la période, mais en tout cas, dans cette charte, on trouve, comme dans toutes les autres, des libertés qui sont accordées à la population, et notamment, on supprime la condition de serf. Et ces chartes sont en général très fortes dans le midi de la France, la région toulousaine, ou au contraire dans le nord de la France, dans l'Artois ou dans les Flandres notamment. Et donc, ici, dans la région, elle s'inspire en général plus du modèle occitan, en tout cas pour ce que j'ai pu observer. La souscription des professionnels de l'écrit, donc on appelle dans la région notaire public et tabellion, traduit également le caractère transitoire de la région, tout comme sa situation de diglossie entre langue d'Oil et Languedoc. En effet, il est assez peu courant de voir quelqu'un se définir comme notaire public et tabellion, puisque en général, les notaires sont des gens qui sont formés au droit écrit et donc qui sont plus dans les pays de l'arc méditerranéen, qui viennent aussi de l'Italie, alors que les tabellions, on les retrouve très clairement dans le nord, on va dire aujourd'hui, de la France métropolitaine. Et donc, justement, le fait que dans notre région, certains se définissent comme notaires publics et tabellions, on voit bien le caractère hésitant dans leur souscription. Et donc, à mon avis, ce qui montre aussi qu'on est à la limite, en fait, de deux pratiques. Le nombre de pièces d'archives, autour d'1 millier à peu près, explose au cours de la période. Dans le sillon de ce qu'on appelle la révolution scripturaire, celles-ci sont multipliées par 2,5 entre le XIIIe et le XIVe siècle et multipliées par 3 entre le XIVe et le XVe siècle. Les écritures pratiques prolifèrent à mesure qu'elles investissent le quotidien des hommes. La seconde partie du Moyen-Âge est marquée par une diffusion et un recours de plus en plus croissant à l'écrit pour les actes quotidiens. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve aussi plus fréquemment à la fin du Moyen-Âge. Le fond n'en demeure pas moins éclaté, géographiquement et par série. Toutefois, la majeure partie des archives se concentre sur 3 sites départementaux, la Creuse, l'Indre et le Cher. Donc des recherches sont à mener dans les séries, pour ceux qui connaissent, E, H et J des archives départementales. Un important fonds est conservé aux archives d'État de Turin, en Italie. Enfin, quelques pièces privées, donc d'origine familiale, et pièces des archives nationales et de la Bibliothèque nationale de France à Paris complètent le corpus. La conservation des archives distingue 2 principaux producteurs. D'un côté, les ordres religieux, monastiques et militaires, et les petites seigneuries laïques tenues par l'aristocratie locale. L'augmentation significative des chartes et actes notariés à la fin du XIIIe siècle atteste du développement de ce qu'on appelle des chancelleries seigneuriales. Exemple, Saint-Sever. Ce qui veut dire que ça se traduit par une documentation soignée où on conserve des chartes, on les enregistre, on leur met une cote pour pouvoir les retrouver. Donc, on a en fait des professionnels qui sont dédiés à rédiger les actes quotidiens. Une approche par ce qu'on appelle la tradition documentaire, faire un petit peu la généalogie du document et la matérialité de l'écrit, le document en lui-même, souligne que certains fonds, exemple famille de Brosse et de Malval, sont touchés par une révolution de la conservation. On conserve de plus en plus les chartes pour le moment présent ou pour l'avenir. Ce corpus doit bien entendu être mis en regard des sources extérieures afin de dégager un continuum documentaire ou des liens avec notre zone. Alors, je pense notamment aux enquêtes et aux visites pastorales, enquêtes féodales, par exemple, politiques, aux sources relatives aux foires et aux marchés, avec des marchands qui viendraient d'autres régions, et non pas seulement du Berry de la Marche et du Bourbonnais, aux fondations de Metz ou encore aux possessions lointaines. En ce sens, s'appuyer sur les sources produites par les acteurs administrant leurs biens à distance, itinérance, campagne de guerre, permet de dire si la zone étudiée suscite attention ou au contraire des intérêts, suggérant ainsi l'idée de marge.
Le caractère généralement tardif de ces sources écrites est un obstacle à la compréhension des influences et des mutations de longue durée. Pour y remédier, l'étude des rapports de fouilles, couplée à celle du bâti existant et de la toponymie, permet de saisir plus finement les continuités et les ruptures dans l'organisation du territoire et les formes de peuplement entre Antiquité, Haut et Bas Moyen-Âge, à l'image du réseau urbain secondaire ou des pratiques funéraires, comme ici à Toulson-Croix. En effet, l'étude des pratiques funéraires, qui a notamment été réalisée en Creuse par Jacques Roger, montre en tout cas un certain nombre de caractéristiques communes qu'on peut retrouver et fait également le lien, puisqu'il nous renseigne beaucoup sur la période du Haut Moyen-Âge, qui est difficile d'appréhender par les sources puisqu'il y a très peu de documents. Et l'archéologie apporte en fait des éléments supplémentaires de compréhension à qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de l'Antiquité et la période d'essor à partir du XIe siècle. Et Toulson-Croix est un exemple assez significatif, puisqu'en fait le site est occupé à l'époque gallo-romaine, puis on a une période de mutation qui mérite encore quelques explorations, et puis un second renouvellement avec la fondation notamment de la chapelle Saint-Martial au XIIe siècle et de l'église paroissiale au XIe siècle. Donc, c'est un site qui a été repris, et donc il serait intéressant d'interroger ses continuités et ses ruptures. Deuxième exemple, en outre, le riche patrimoine roman, comme l'église priorale Notre-Dame d'Uriel, dans l'Allier, donne à voir des influences stylistiques limousines, bourbonnaises et berrichonnes. En effet, alors ça se voit à trois influences particulières. La première, c'est ce qu'on appelle des passages berrichons, qui sont en fait donc des ouvertures que vous avez de chaque côté. Donc ça, c'était dans la collégiale d'Uriel, qui sont des passages sur les côtés pour permettre la circulation, qu'on retrouve dans des établissements du Berry, mais aussi notamment à Saint-Pierre de Montluçon, donc ce qui montre aussi qu'il y a une influence architecturale. D'un autre côté, on retrouve un décor sculpté. Alors, je ne suis pas spécialiste d'histoire de l'art. Donc, un décor sculpté qui est ici plutôt, d'après ce que j'ai pu lire, en référence à la collégiale Saint-Léonard de Noblat, donc plutôt d'influence limousine. Et pour terminer, ici, là, clairement, un clocher et une organisation, mais surtout le clocher octogonal, qui renvoie ici plutôt aux bâtiments qui sont présents en Auvergne. En Auvergne, c'est-à-dire Puy-de-Dôme et Cantal. Donc, avec ici l'exemple de la basilique Notre-Dame d'Orcival. Donc, si on prend simplement cet édifice, on se rend compte qu'il y a des influences architecturales qui viennent de ces différentes régions. Couture plus que coupure, aucun enclavement n'est perceptible au Moyen-Âge pour cet espace. 3 axes de recherche structurent mon projet. D'abord, il convient d'étudier la territorialité en tant que processus de construction par les hommes. Ceci requiert une approche multiscalaire, pour observer l'enchevêtrement des aires d'influence dans les maillages et les réseaux. Architecture, peuplement et paroisse constituent en cela des fenêtres d'observation privilégiées. À l'aide de ce qu'on appelle des SIG, des systèmes d'information géographique, et dans le cadre de la réalisation d'atlas historiques régionaux sur l'Auvergne et le Limousin, une attention particulière doit être accordée à la délimitation du territoire et à sa représentation cartographique. Un réexamen de la cartographie produite dans les monographies régionales permettant de représenter l'enchâssement des aires d'influence, se diluant les unes dans les autres, Limousin, Auvergne, Berry. Est-ce que ces emboîtements d'échelle accentuent-ils davantage les continuités ou les ruptures dans la fabrique des territoires? Ensuite, se pose la question, alors justement sur ces exemples d'influence, avant de passer au second volet, même constat que pour Uriel. Alors un récent colloque qui était tenu en septembre à Chambon et à Ivaux-les-Bains, qui est un colloque d'étape, montre donc des nouvelles recherches qui vont être menées sur ces ensembles architecturaux. Et notamment, ce qui a été avancé au cours du colloque, c'est que ce qu'on appelle la tour Porche, qui est à Ivaux-les-Bains, a des influences architecturales pour sa partie inférieure, a notamment un style limousin, mais aussi Poitevin, si je ne dis pas de bêtises, avec notamment ici l'exemple de Saint-Léonard de Noblat au niveau des ouvertures que l'on a ici. D'autant plus qu'il me semble que la partie, le rez-de-chaussée était au départ ouvert avant d'avoir été refermé. Donc là, c'est notamment les travaux de Claude Andro-Schmitt qui avancent ces différentes hypothèses. Dans ce même ordre d'idées, donc ici, ces influences ont aussi un intérêt particulier puisqu'elles sont collectées aujourd'hui par l'Université de Limoges qui a lancé ce qu'on appelle le projet Colémon,
qui vise à recenser tous les établissements, donc les collégiales et les monastères que l'on trouve dans les diocèses, donc ici qui sont sur les limites de l'Ancien Régime. Et par chance, le Limousin est un des établissements, un des diocèses qui a le plus d'établissements recensés, mais il reste encore du travail à faire, notamment dans les diocèses de Bourges ou éventuellement celui de Clermont. Donc c'est une thématique qui est en cours de réalisation. Je disais des synthèses cartographiques qui sont nécessaires. Ici, sur la partie gauche, vous avez la carte proposée par David Glomo de la Haute-Marche à la fin du Moyen-Âge. Et ici, vous avez une carte proposée par Françoise Michaud-Fréjaville sur les lieux de foire et de marché dans le Berry à la fin du Moyen-Âge. Ce que l'on comprend en fait aisément, c'est qu'il apparaît nécessaire de synthétiser un petit peu ces cartes, puisque soit qu'on regarde vers le Berry, la Marche ou Bourbonnais, on est tout le temps obligé de changer de carte, puisque donc la région qui nous intéresse, c'est celle-ci. Et donc, il y a besoin un petit peu parfois de décentrer le regard et donc de proposer quelque chose qui mette un peu plus en avant les transitions entre ces différentes régions. Ensuite, deuxième axe, se pose la question des relations oscillant entre coopération et compétition entre acteurs et pouvoir. Quelles sont leurs logiques communes d'action? À l'échelle locale, pratiquer une histoire au ras du sol permet d'étudier le fonctionnement interne de l'espace, à l'instar de la gestion du foncier, et des terroirs entre villageoises et élites locales. Un croisement à l'aide des SIG entre cadastre napoléonien, j'entends, et terrier, avec les caractéristiques physiques des terrains, permet de rendre compte de la concurrence dans le façonnement du paysage et des sols entre l'époque médiévale et contemporaine. Gestion des surfaces boisées, des zones humides ou encore des terres communes comme les landes. Les chartes de Francise, donc le cas de Boussac par exemple, révèlent aussi des logiques communes d'action avec le repeuplement de villages abandonnés par des frérèches, donc qui sont de larges communautés familiales, et l'émergence de gouvernements urbains type consulat. Ceci invite à effectuer des comparaisons avec d'autres espaces faisant l'objet de telles études, comme le Midi toulousain. En effet, le consulat est aussi une spécificité de l'arc méridional. Avec un angle de vue plus large, il faut analyser aussi la société féodale au prisme d'enjeux politiques et militaires plus globaux, liés à la maîtrise du territoire, comme le conflit entre Capétiens et Plantagenets et l'affirmation de l'État. Dans cette zone, la fabrique du territoire suscite pour sa maîtrise des luttes d'influence entre pouvoirs épiscopal, abbatial, comtal et princier, par le biais des hommages et des patronages. L'aristocratie, élite laïque et ecclésiastique, au travers des réseaux de parenté, agit comme un relais du pouvoir central. Si la question monastique est assez bien connue, surtout au début de la période, entre les XIe et XIIIe siècles, ce n'est pas le cas des ordres militaires ni des seigneuries laïques. Les stratégies des familles de Brosse et de Malleval requièrent un examen actualisé, comme cela a pu être fait pour celles de Lusignan et de Bourbon. À ce titre, des parcours singuliers d'ascension sociale, comme celui de Jean Ier de Brosse, que vous connaissez tous, né vers 1375 et mort en 1433, maréchal de France et compagnon de Jeanne d'Arc, doivent être revisités. Alors, sur ces questions-là, un certain nombre d'éléments aussi sur le plan d'architecture peuvent être avancés. La présence de fortifications, l'implantation de châteaux qui ont tous le même type d'implantation. Je prends 3 exemples, même 4. C'est celui donc de Boussac, d'Urgel, de Culan et de Sainte-Sévère. La position du château est toujours la même. Elle est flanquée sur un promontoire rocheux, assez difficile d'accès, en tout cas par une partie, au pied duquel coule un ruisseau. Alors à Sainte-Sévère, le château, il est ici. Bon, malheureusement, il est en ruine, donc il est plus difficile à observer en photographie, mais par contre, sur la carte hygiène, ça rend assez bien. Donc vous avez une pente assez escarpée avec donc un ruisseau qui coule, le contrôle d'un pont, c'est le cas à Boussac, c'est le cas à Culan notamment. Et puis on retrouve aussi des proximités architecturales. Alors comment ne pas reconnaître, ne pas associer Culan et Boussac, hein, on a l'impression que la photo est prise quasiment au même endroit, on a juste changé le château. Cela s'explique à mon avis notamment par le fait que les 2 familles étant en lien, il y a de fortes chances que lorsque le château de Boussac et celui de Culan ont été réaménagés, notamment au XVe siècle, il est possible que ce soit un architecte similaire qui ait travaillé pour l'édification de ces châteaux. Et pour le cas de Boussac, le donjon qui était au départ, au départ la partie la plus ancienne du château, qui est un donjon du XIIe siècle, a été détruit à la Révolution.
Et si vous regardez la gravure qu'il y a au-dessus, donc celle-ci, là, on retrouve de fortes proximités architecturales avec celui d'Uriel, bon, la forme rectangulaire, et puis surtout la présence de renforts sur les côtés que l'on voit assez bien ici sur la gravure. Bon, il ne faut pas non plus prendre au pied de la lettre, mais en tout cas qui disent une fois encore qu'il y a des influences architecturales dans cette région. Enfin, troisième axe, je souhaiterais montrer comment le façonnement de ces territoires par ces acteurs permet de caractériser la notion de marge. Celle-ci doit s'entendre dans une large acception. La marge politique, géographique, économique, sociale, culturelle, linguistique, stylistique, etc. La marge est-elle choisie? Est-elle subie? Ou est-elle constante? Bien plus que comme un agrégat de périphérie, cet espace apparaît comme une marge oscillant entre intégration et délaissement. Pour le montrer, il faudra examiner les flux monétaires, humains et de marchandises, exemple vin, bétail, dans le cadre des zones de chalandise de ville. En histoire de l'art, une focale s'attachera aux circulations entre centres de production et marchés économiques, à l'image des productions artistiques telles que les fresques et les mailleries limousines, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Je pense à un exemple particulier, qui est celui du tombeau de Roger de Brosse dans l'abbaye de Prébenoît, où en fait, je reprends ici encore les travaux de Jacques, ont d'ailleurs montré la présence d'émail et qui, à mon avis, est un atelier, il me semble, un atelier limousin, donc qui montre aussi la capacité financière d'une de ces personnes à pouvoir avoir une tombe richement décorée, on peut le dire. Et donc la diffusion de l'émaillerie limousine. Les années 1450-1580 constituent une charnière complexe, pleine de mutations en demi-teinte. L'extinction des grandes familles et le morcellement des seigneuries coïncident avec la remise par écrit des droits seigneuriaux, signe d'une reprise socio-économique. Celle-ci se conjugue à une ouverture vers le nord, notamment Paris, ce qui montre la sortie d'une situation de marge. Paradoxalement, le Berry et la capitale captent aussi les premières migrations, temporaires ou définitives, d'hommes qui tentent d'échapper à une recrudescence du servage. C'est ce qu'on appelle plus tard les maçons de la Creuse. Le rattachement à la couronne conduit au contournement progressif de la région, j'entends ici du Massif central, et à un délaissement de la zone, comme en atteste le déclin de plusieurs abbayes à la suite des guerres de religion. Exemple, l'abbaye des Pierres à Sidi-Aïl, l'abbaye de Prébenoît par exemple. On assiste in fine à une redéfinition de la marge entre permanence et mutation. Il sera opportun d'esquisser des comparaisons avec d'autres périphéries ou marges supposées, le cas de la Gascogne toulousaine, la Chalosse dans le département des l'Aisne, la Xintrie entre Corrèze et Cantal, le Marquisat de Provence et d'Anvers, ou encore le Comté de Flandre, les marches bretonnes, voire d'autres espaces de l'Occident médiéval. Je pense notamment à des marches écossaises et galloises, ou encore, dans certains domaines très précis, à des marches scandinaves. Alors, sur ces questions, une carte, bien sûr, qui n'est pas de la période, mais qui montre en tout cas ce que j'essaye de caractériser au départ. Ici, donc, vous avez les grandes régions d'élevage bovin au XVIIIe siècle, avec notamment ici la formation d'un foyer d'élevage de bétail qui va très rapidement se diriger soit en direction de Toulouse pour la partie sud de la Haute-Marche, donc plutôt la montagne limousine, ou alors dans notre région plutôt en direction des marchés parisiens. Il sera intéressant de comprendre et de montrer que ce marché commence déjà à se mettre en place à la fin du Moyen-Âge avec une réorientation de l'agriculture et de l'élevage et une ouverture qui se fait notamment vers Paris, facilitée à mon avis par l'intégration politique de la zone. Il y a des travaux qui montrent ce même genre de perspective, avec notamment une amie doctorante qui travaille sur le Cantal et qui montre la formation d'une économie liée à la production du fromage et des bovins dans les monts du Cantal. Donc, c'est des thématiques qui sont en cours de réflexion. Alors, pour conclure en quelques mots sur cette première partie, et puis ensuite je serai beaucoup plus court sur la seconde, on peut dire que le centre de la France n'est pas une périphérie socio-économique, mais une marge, à mon sens, qui oscille entre permanence et mutation. Maintenant, pour cette deuxième partie, qui va peut-être un peu plus vous parler, je vais essayer de vous présenter quels sont les projets de mise en valeur du patrimoine local que j'aurais envie en tout cas de lancer dans le cadre de la thèse, et auquel il serait intéressant de pouvoir réfléchir à plusieurs. Le premier, c'est une recension
et une étude comparative du bâti, c'est-à-dire essayer de lister tous les bâtiments dans la zone qui sont d'époque médiévale potentiellement, pour multiplier en fait les points d'observation et dégager des caractéristiques communes, comme je l'ai fait par exemple avec ici Boussac, Uriel, Culan pour les châteaux. Mais il y a quantité de tours ruinées, de châteaux abandonnés ou de petits patrimoines plus locaux dont je n'ai pas connaissance et qui méritent d'être explorés, donc qu'ils soient publics ou privés, existants ou disparus. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de reconstituer les paysages et les bâtiments. Alors, c'est une entreprise un peu complexe dans la mesure où tout dépend des sources auxquelles on a affaire. Alors, ça passe notamment par, dans un premier temps, la collecte de cartes postales et de photos anciennes, qui a beaucoup été pratiquée par le groupe d'histoire de Boussac, puisque notamment, ça permet, à mon sens, de retrouver parfois des bâtiments qui ont disparu, qui ont été photographiés. Alors, je pense à des cartes postales ou des photographies qui datent avant la Seconde Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, voire dans certains cas pour la fin du 19e siècle. Donc, ils sont assez difficiles d'accès, peu nombreuses, mais qui sont riches en informations quand on les compare avec le parcellaire. Et puis, parfois, cela peut donner lieu à des reconstitutions 3D de bâtiments pour diverses opérations, soit dans le cadre, par exemple, d'archéologie ou de projets spécifiques sur d'autres sites. Un autre projet qui est déjà en cours de réflexion, c'est celui que j'ai intitulé « Des paroisses aux communes », qui est le nom d'une collection de livres qui avait été réalisée Paroisses et communes de France. L'idée, en tout cas, c'est de relever les toponymes, tous les toponymes qui existent, tous les noms de lieux, de les saisir en lien avec le parcellaire pour réfléchir et proposer peut-être des limites modernes et contemporaines des paroisses et des communes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'habituellement, on a l'habitude de dire que, par exemple, la commune de Boussac ou la commune de Boussac-Bourg sont des anciennes paroisses, et donc on suppose que les limites sont les mêmes. Ça, c'est un fonctionnement par régression. On part du constat en 2021 et puis on remonte les périodes. Dans la région, il y a des communes qui ont été absorbées par d'autres, il y a des découpages qui ont été faits, donc on a tendance à reconstituer à l'envers. Oui, mais quand on observe les sources modernes, les relevés par exemple de baptême, etc., de décès, les registres, ou auparavant d'autres sources à l'époque médiévale, on s'aperçoit qu'à mon avis, le parcellaire, il n'est pas du tout comme cela. Et donc, il serait intéressant de proposer, à mon avis, on peut le faire pour la fin du Moyen-Âge, des limites assez précises à ces différentes paroisses, ou en tout cas les villages qui en font partie. Alors, ça peut se traduire concrètement pour le premier volet, donc en recensant donc un certain nombre de bâtiments par le biais d'une base de saisie collaborative en ligne que j'ai constituée. Bon, c'est rien de très complexe, mais en tout cas, ça peut être un premier point de départ et qui peut ensuite servir notamment pour une promotion touristique, les offices de tourisme, etc., etc. Pour la question de la reconstitution, il faut à mon avis privilégier les sites qui sont les plus couverts et donc qui ont le plus de chances d'avoir des représentations croisées, puisqu'il faut essayer de croiser les informations et les photographies ici. Alors c'est donc bien sûr les villes principales. Ça peut être aussi des sites plus touristiques, entre guillemets, en tout cas plus pittoresques, comme les pierres jaumâtres par exemple, puisqu'il y a beaucoup de cartes postales qui ont été produites et qui sont d'ailleurs très révélatrices sur le paysage, puisqu'on s'aperçoit que les pierres jaumâtres, il y a un siècle, il n'y a pas un arbre, c'est uniquement de la lande, en fait, qui a petit à petit été supplantée par la friche, qui a repris et qui a ensuite entraîné une couverture forestière de plus en plus importante sur le département de la Creuse, en tout cas. Et donc, qui en disent aussi beaucoup sur la façon dont les gens pouvaient se représenter le territoire à l'époque, puisque aujourd'hui, quand on va se promener à Toussaint-Croix, on a l'impression d'être au milieu des bois. Il y a un siècle, c'est absolument pas le cas. Et pour les paroisses et communes, alors ça peut passer soit pour ceux qui en pratiquent par de la généalogie, puisqu'on est très rapidement confronté au registre avant la Révolution, au cadastre napoléonien, et puis ça peut aussi déboucher sur des itinéraires touristiques un petit peu plus originaux, qui ne seraient pas circonscrits par des limites administratives contemporaines. Exemple, le sentier de randonnée des Maîtres Sonneurs, qui traverse l'Indre et l'Allier. On pourrait tout à fait imaginer un itinéraire touristique, par exemple, qui serait consacré à la famille de Brosse et du coup qui nous permettrait de voyager entre Saint-Sévère, Boussac et Uriel, par exemple.
D'autres initiatives dans le même genre de promotion touristique ont été menées, comme le vidéo-guide Nouvelle-Aquitaine, avec ici en Creuse le site de Évaux-les-Bains, qui a fait l'objet d'un très beau vidéo-guide avec des reconstitutions, notamment en 3D. Dans le détail, j'en ai terminé. Si on prend un exemple, celui que j'ai travaillé auparavant, celui de Boussac, une des questions, c'est de savoir un petit peu à quoi pouvaient ressembler les halles seigneuriales qui servaient à accueillir le marché, qui se tenait donc sur la place de Boussac, donc c'est-à-dire à proximité de l'église. Alors on peut recourir à une carte postale, une photographie que je n'ai pas reprise, mais les halles étaient censées se tenir à cet endroit-là, puisque le cadastre napoléonien donne la position des halles. Et puis ensuite, il sera intéressant de réfléchir à quels peuvent être des bâtiments similaires. On peut citer l'exemple de Sainte-Sévère. Alors les halles sont visiblement, d'après les relevés archéologiques, à Boussac, elles sont plus anciennes qu'à Sainte-Sévère, mais en tout cas, la forme suggérée par la gravure laisse quand même entrevoir des similitudes. Là, on pourra en discuter tout à l'heure. Une méthodologie qui a été menée par David Lomo pour essayer de reconstituer les paysages cartographiquement. Alors, il s'est intéressé donc au relevé des terriers. Il a reconstitué tout le cadastre napoléonien, donc c'est-à-dire qu'il a compilé l'ensemble des informations contenues sur le cadastre napoléonien, et puis ensuite il a commencé à chercher des comparaisons entre ces espaces dans des zones très précises pour pouvoir reconstituer un paysage au début du XVIe siècle, qui est une entreprise faramineuse et qu'il est possible de faire pour certains sites, notamment Sainte-Sévère, qui possède 2 très beaux terriers de la période, du début des années 1500. Dans le détail, ça donne ceci. À gauche, vous avez le cadastre reconstitué en 1812, avec toutes les parcelles, avec tout ce qu'elle comporte. Et puis ensuite, en fonction des sources qu'il a trouvées au XVIe siècle, il propose une reconstitution pour 1504. Donc, on peut voir des permanences d'ailleurs, mais aussi des mutations dans l'organisation de ce paysage. Et on pourrait encore faire une comparaison avec aujourd'hui, puisque les landes auraient quasiment toutes disparu. Et puis, on peut essayer aussi de localiser, pour terminer, des sites qui ont disparu. Je m'étais intéressé dans le cadre du mémoire au lieu de justice dans la seigneurie de Boussac, avec notamment la présence de ce qu'on appelle des fourches patibulaires, qui sont des colonnes des piliers de justice, des colonnes en pierre qui se situaient ici entre les communes actuelles de Malray, de Nouzerines et de Béthette. Et donc, il y a des informations qui sont contenues dans le paysage, dans la toponymie, qui seraient intéressantes, elles aussi, de cartographier. J'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie, j'étais un petit peu long. Et puis maintenant, place à vos différentes questions. Merci beaucoup.